pas un double engagement. C'est deux engagements sur le même thème, mais pas avec les mêmes objectifs. Quand je suis active dans la campagne pour les droits égaux ou dans le MLF, je travaille avec d'autres. Je suis dans un échange d'opinions, je suis en confrontation avec la vie sociale, avec la vie politique. Quand je traite ces mêmes sujets à l'intérieur de la Ligue, ce n'est pas en soi le thème femme. À la Ligue, c'est une catalyse de différents sujets. Il y a le thème femme, il y a le thème ouvrier, il y a le thème international, il y a le thème de la répression, puisque c'était vraiment le sujet à l'époque. Et la Ligue avait cette force de pouvoir donner du sens en cohérence d'un sujet à l'autre. Parce que si je suis active au niveau anti-impérialiste par rapport au Vietnam ou par rapport au Chili, les femmes sont concernées dans ces sujets. Si je suis solidaire avec la grève de Burger et Jacobi ou contre la fermeture de la General Motors, il y a des familles qui sont en jeu. Et l'important, ce n'est pas les thèmes, c'est la vie des gens. Parce que ce qui m'intéressait, moi, ce n'était pas la théorie sur l'impérialisme, c'était que vivent les familles chiliennes qui arrivent ici, qui ont été victimes de la CIA qui a renversé Allende. Quand je soutiens les familles de General Motors qui sont expulsées de Bienne parce que les maris n'ont plus de travail, c'est la vie de ces familles. Donc, vous voyez, la Ligue, elle crée cette cohérence, elle crée cette catalyse entre les sujets. Par contre, les sujets spécifiques, je mets ça autour, ils ont une valeur en soi, mais ils ont une valeur large, parce qu'elle est élargie avec d'autres courants politiques. Je dois dire que pour moi, c'est totalement mineur. C'était un peu, si on a été Femmes en lutte au début, c'est parce que l'initiative est partie des maoïstes et que leur organisation s'appelait Femmes en lutte. Si on s'est allié au MLF, c'est que c'était le courant le plus large au niveau de la Suisse allemande et de la Suisse romande dans les années 77, 8, 9, etc. Et si on est devenu OFRA après, c'est parce qu'à Bienne, on était aussi très en lien avec la Suisse alémanique, et l'OFRA était une organisation d'origine suisse alémanique. Mais sur le fond, c'est des détails. L'important, c'est qu'on était des mouvements autonomes de femmes avec des influences politiques, bien sûr, parce que je viens de nommer les maoïstes, les ports plutôt staliniens et nous plutôt trotskistes, et puis il y avait les féministes radicales. Donc on était à l'intersection de ces courants, de ces influences. Moins que dans la Ligue. Moins que dans la Ligue, parce que dans la Ligue, c'était évident. Si on faisait... quand il y a eu la grève des LIP et qu'on a soutenu la grève des LIP, on a fait venir des ouvrières pour expliquer en quoi la place des femmes d'ouvriers ou les femmes ouvrières était fondamentale pour que la lutte tienne le coup à Besançon. Ce n'était pas le cas du mouvement. Quand on a eu la lutte sur le travail de nuit, contre le travail de nuit des femmes à Marin, Neuchâtel et Beauchessa, le mouvement des femmes a été impliqué, mais il n'était pas le moteur. Parce que le moteur, c'était justement le travail de la Ligue, où on a cette conjonction entre la compréhension de la lutte des classes sociales, la lutte sociale et la lutte des femmes. C'est ce qui a permis cette synthèse. Au sein de la Ligue, oui, bon, l'existence des commissions femmes pour traiter de façon autonome nos propres sujets n'a pas été avalée
du premier coup, parce qu'il y avait quand même des privilèges de place et de prise de parole et de contrôle, etc., qui étaient issus du milieu dont venaient nos camarades et nous-mêmes, c'est-à-dire du milieu universitaire pour la plupart, ou du milieu ouvrier, où traditionnellement, que ce soit dans les syndicats ou dans les universités, c'est les hommes qui ont la parole, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le savoir. Et quand les femmes ont revendiqué leur place et se sont organisées de façon autonome, à l'intérieur des partis, à l'intérieur des syndicats, c'est pas passé comme une lettre à la poste, mais ça a été décidé collectivement et ça a été respecté. Après, il y avait des sujets qui devenaient plus chauds. Quand il s'est agi du harcèlement sexuel, ces messieurs ne pensaient pas que c'était possible parce qu'ils ne le voyaient pas. Quand on revendiquait... alors, c'est complexe parce qu'à la fois, on revendiquait la prise de parole, mais on était aussi imbibé de la société dans laquelle on est, où ce n'était pas spontané de prendre la parole. Donc c'était aussi quelquefois plus facile de laisser les hommes faire. Donc on devait s'expérimenter entre nous pour pouvoir affronter cette place. On apprenait à s'exprimer, on apprenait à formuler nos pensées sans qu'il y ait quelqu'un qui répète sans dire « Ah, comme l'a dit Marité », mais qui le prenait sur son propre compte, parce que c'est l'habitude, ou Caroline ou Ariane. On apprenait à argumenter, on apprenait à écrire, à rédiger avec nos propres façons de penser, même si sur le fond la façon de penser n'est pas la même, mais n'est pas si différente, mais la logique peut être différente. Donc on avait besoin de ça. Le harcèlement, c'était à la fin des années, c'était dans les années 80. C'était pas encore un sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet. On ne parlait pas de harcèlement au travail, on ne parlait pas de harcèlement sexuel de rue, on ne parlait pas... Par contre, on savait qu'il y avait des attitudes macho qui n'étaient pas tolérables, mais qui existaient. Et quand on s'insurgeait ou quand on mettait le doigt sur la chose, on apparaissait comme des femmes frustrées, prudes, qui ne supportent pas le jeu, qui ne savent pas rire, etc. Et il fallait déconstruire le fait que c'était des attitudes d'humiliation. Et une fois, en ouvrant la brèche, donc qui était le journal national de la LMR, ce qui était le PSO à cette époque-là déjà, on voit un très long article argumenté par un digne camarade contre les campagnes sur le harcèlement sexuel. Et là, ça n'a fait qu'un tour. On s'est réunis et on a écrit, avec un peu d'humour, le manifeste des prudes femmes. Et ça a chauffé dans les chaumières. Et il y a eu une conférence nationale de la LMR sur ce sujet, qui a eu lieu à Bienne d'ailleurs. Mais comme nous-mêmes, les femmes de la LMR, on avait un peu du mal à prendre la parole sur ce sujet parce qu'on se sentait trop atteintes, on avait invité des femmes, en particulier de Genève, qui connaissaient très bien le sujet, qui n'étaient pas impliquées et qui ont mené le débat. Ça a un peu clarifié les choses. Mais ce n'était pas fini, parce qu'après, il y a eu toutes les questions de violence dans le couple, il y a eu les questions de viol, etc., qui ont à chaque fois fait sauter un cran des tabous. Non, elle devenait moins virulente, parce qu'il y avait aussi une autocensure de la part de nos camarades qui fonctionnait relativement bien, ce qui ne voulait pas dire que c'était intégré profondément. Et puis il y avait aussi des camarades qui étaient très solidaires et qui étaient partie prenante du débat. Il ne faut pas
c'est pas blanc-noir, hein. Il y avait aussi des femmes qui n'étaient pas très favorables. Donc c'est pas seulement une division sexuée des hommes et des femmes, mais c'est une division, une séparation entre les opinions, la conscience de la question des genres dans la vie. Beaucoup de petites, moyennes, plus ou moins grandes. Oui, défendre une opinion sur un sujet, c'était pas toujours facile. Défendre ou s'imposer avec une vie, avec un enfant, c'était pas toujours facile non plus. Mais il y a eu quand même beaucoup de solidarité à ce sujet. Je pourrais pas. Nous étions très peu de femmes. Au sein du comité central, je crois qu'il y avait un quota, on devait être un petit tiers quand même. Au niveau du bureau politique, je crois qu'on était 2 sur 9. Une alémanique, une suisse romande. Donc c'était plutôt isolé. À l'époque, il y avait beaucoup de volontarisme dans notre engagement. Et en particulier, en tant que femme, si on voulait assurer la place des thématiques féministes, fallait y mettre du sien. Donc le volontarisme a été aussi un de mes moteurs, pas toujours facile, mais quand même assez présent. À la quarantaine, je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas d'insertion professionnelle fixe, puisque je n'avais jamais trouvé d'emploi qualifié par rapport à mes diplômes. Je n'avais pas de salaire suffisant, je n'avais pas d'assurance sociale suffisante, et ça commençait à m'inquiéter. Donc j'ai repris des études de façon à professionnaliser les expériences que j'avais faites dans la Ligue. En fait, je me rendais compte qu'à la Ligue, j'avais plein d'activités militantes, bénévoles, qui étaient au fond très qualifiées. Organiser des conférences, prendre la parole, rédiger des brochures, conduire des débats, organiser des congrès, organiser la pensée et l'écriture sur des nouveaux sujets. Mais qu'est-ce que je pouvais faire de ça au niveau professionnel ? Alors j'ai fait une formation, j'ai repris l'université en sciences de l'éducation, et ce qui m'a ouvert les portes pour la création de F. F, Espace de femmes pour la formation et l'emploi en 1993. Et là, de fait, j'ai réutilisé les compétences de nature professionnelle, qui veut dire bénévole ne veut pas dire non compétent. C'était compétent, mais non professionnalisé, non reconnu. Donc j'ai pu valider ces compétences en obtenant un diplôme. Je n'ai pas appris spécialement grand-chose à l'université, mais j'ai au moins appris à mettre les mots officiels qu'on doit mettre dans le monde de la formation. J'ai appris à décolorer un peu mes propos, mais sans changer du tout l'éthique et la valeur des propos, ce qui fait qu'à la création de F à Bienne, j'avais tous les instruments pour pouvoir créer des processus de formation, des logiques différentes, pour travailler à l'intégration des femmes au foyer et leur réinsertion, à l'intégration des femmes migrantes et à leur insertion professionnelle, à l'intégration et au recyclage des chômeurs. Et en particulier, l'outil principal a été le bilan de compétences, non pas pour trier les compétences, mais pour que la personne soit consciente
de la valeur de son histoire et de la valeur de ses compétences, donc la valorisation des compétences. Alors en fait, la Ligue m'a offert un tremplin, mais qu'il a fallu reconstruire autrement. Et ça, c'est le très très grand apprentissage que j'ai fait à la Ligue et le grand apprentissage que j'ai fait après de lui donner une valeur professionnelle et d'en faire la même chose pour tous les gens qui avaient, comme moi, eu des parcours un peu non chronologiques et qui devaient se réinsérer.